Ah, super. Zoom. Ah, il fallait que j'attende la fin de l'intro. Pas grave, ça a l'air qu'il n'y a pas eu d'intro. Au diable, l'intro, on n'a pas besoin de ça. On est live, là, direct. Je bouge pas. Les intros, là. Je vis pas dans la bourgeoisie, j'ai pas besoin Non, de non. ça. On le fait rough. Ouais, c'est ça. Je sais pas si je repasse sur intro. Je toucherai pas à rien, ça va faire exploser la machine. Ah ouais, donne de l'air, Alex. Là. Allô, Philippe? Comment vas-tu? Ouais, ça va, papy? Ça va très bien. Il est 4 heures du matin. Les oiseaux Bah commencent ouais. à chanter. J'ai un petit 3 heures de sommeil. C'est déjà plus que Alex. Fait que je suis en feu. J'ai aucune idée c'est quoi qu'on avait vraiment prévu pour le scénario du pire en ce moment. Mais On va parler, comme la fois passée, on va parler d'histoire criminelle et un petit peu de musique, quoi. allons-y. Je te laisse commencer parce que c'est toi l'invité. Hein? Ok, merci. Donc, voilà, le scénario du pire, c'est un podcast de True Crime. Et cette année, on a un peu fait comme vous. On a pas mal parlé de satanisme. Oh, ça c'est. Ouais. C'est bien le satanisme, mais des fois ça vire mal. Exactement. On a commencé notre saison par l'histoire d'une jeune fille australienne qui est kidnappée par une secte sataniste en Australie. Oh. La fille, elle s'appelle Caroline Watson. Et finalement, elle s'en tire pas trop mal. Et il y a un dénouement inattendu à cette histoire. Mais en gros, voilà, on est parti sur le satanisme et on a eu un fil rouge de saison 3 avec les sectes, l'occultisme et la religion. Ah, les sectes, là, c'est tellement beau. Là. Ben ouais. Il y a tellement de choses que je ne comprends pas dans une secte, de comment que ça peut être accepté par des gens, mais ça arrive. Ben ouais, c'est ça. Donc, on est devenus des experts en brainwashing, en tout cas. J'ai perdu ton son. Je ne t'entends plus, Tu Philippe. m'entends plus? Ah, je pense qu'Alex a touché à quelque chose qu'il fallait pas ou il a Ah, accroché merde. un fil quelconque. Un, deux. De quoi? Allons voir. Non, ça c'est correct, Hey, ça va On m'entend mal. toujours pas? Je ne t'entends pas. Aïe. Ce sera pas long. Ok. Alex! Bon, on va essayer de faire de quoi de bien. Je reviens. T'as touché à de quoi, puis j'entends plus Philippe. Technicien! Il n'y a plus de va son. mieux? Ah, et voilà. Ouais. Ah, super. C'est revenu. Voilà, donc ce que j'en étais donc aux sectes, hein, on parlait de sectes. Fait que oui, les sectes. Et ouais. Et puis, quand tu parles de secte, en fait, tu en viens vite à parler de famille. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu au Québec, on avait parlé de la Manson Family. Oui. Hein, et donc, voilà, je fais une transition vers la notion de famille. Et on sort un épisode demain sur, je pense, la famille la plus dysfonctionnelle de l'histoire de l'univers. Donc ça, ce sera demain sur le scénario du pire. C'est vraiment une famille du niveau de la famille dans Massacre à la tronçonneuse, le premier volet. Je ne sais pas si tu as vu le film. Ouh, là, c'est un petit mélange de meurtre et d'inceste. Ouais, il y a un peu de tout ça. Ouais. C'est vraiment une famille très dysfonctionnelle. Et donc, aujourd'hui, on va parler un peu de secte, un peu de satanisme, un peu de musique et beaucoup de familles dysfonctionnelles, si ça vous va. Ah, c'est parfait, moi j'aime ça. Ok. Alors, je vais commencer par une histoire qui est vraiment connue. J'ai vérifié, donc vous ne l'avez pas traité dans Du bruit à mes oreilles, mais vous auriez pu. Et j'espère que un peu de crime dans ton café n'en ont pas parlé aujourd'hui. J'avais discuté avec les tricoteuses en série, je sais qu'elles n'en parlaient pas. Ah, c'est bon C'est ça. l'histoire de Marvin Gaye. Ah, ok. Je ne connais pas du tout. Alors, tant mieux. Donc, Marvin Gaye, c'est un des plus grands chanteurs afro-descendants de l'histoire de la musique américaine. C'est un des artistes qui a fait le son de la Motown. Oh, ok. Et on l'a appelé le Prince of Motown ou le Prince of Soul. Oh, ça sonne bien en tout Et cas. donc, je vais parler de l'histoire de son meurtre. Oh, c'est pas lui le meurtrier, j'étais un peu triste. Non, Mais non, c'est la victime. C'est la victime. Ça reste triste quand même. Ouais. En plus, voilà, pour moi, c'est vraiment un immense artiste. Ouais, c'est ça, comme tu dis, ça a été quand même une grosse influence là, pour plusieurs Ouais. gens. Là.
Et puis un des premiers artistes Motown politique. Enfin voilà, je vais vite revenir sur sa bio. Donc Marvin Gaye, il est né le 2 avril 1939, ça fait longtemps, hein, à Washington, D.C. Et il a des parents. Sa mère, c'est Alberta Cooper, et son père, c'est Marvin Gaye Senior. Hmm, c'est- Alors, il a baptisé ses enfants assez simple. Senior, voilà. junior. Mais du coup, il faudra que je faire attention. Donc, quand je parlerai du père, je dirai systématiquement Marvin Senior. Et quand je dirai Marvin, ce sera Marvin Gaye. Ah, ok, c'est bon. OK? Donc, la mère de Marvin, Alberta, c'est une femme de ménage. Et Marvin Gaye, c'est un prédicateur dans une église pentecôtiste judaïque. Donc, c'est un peu compliqué, un pentecôtisme et judaïsme. Ouais. Mais donc, c'est une sorte de syncrétisme religieux. Et son église s'appelle The House of God. Ça sonne bien, ça, House of Ouais, God. là, franchement, c'est pas mal. Ça pourrait... D'ailleurs, j'adore ton t-shirt pour ceux qui Ah, ouais, c'est. en podcast. Ouais. Hey, ce t-shirt-là, il est peut-être aussi vieux que moi. Je pense que Ah ouais? je l'ai acheté. C'est un de mes premiers t-shirts edgy que j'ai acheté quand j'étais jeune. J'étais comme, oh Dieu, me déteste, ça va être rebelle au secondaire. Fait que je pense qu'il y a, Mais ouais, à il y a, fond. il y a au-dessus d'une vingtaine d'années, ce chandail-là. Allez. Bon, en tout cas, je le dis pour les gens qui écoutent en podcast, hein, en replay. Oh, Donc, c'est un t-shirt sur lequel est écrit God hates me. ça représente bien qui je suis. Mais ouais. Et donc, on reparle de Marvin Senior à propos de Dieu. Et Marvin Senior, c'est un père, évidemment, abusif et cruel. Un bon Et dans ses chrétien, principes, hein? pardon? Un bon chrétien. Un bon chrétien, exactement. Et d'ailleurs, pour rapprocher les enfants de Dieu, il pense que la meilleure manière de faire rencontrer Dieu, c'est de battre et d'affamer les enfants. Et en Wow! plus, il aime vraiment, vraiment pas le petit Marvin. C'est l'enfant qu'il aime le moins. Hein, Et Marvin Senior, il a un code moral. Et c'est important pour lui que les enfants respectent le code moral. Mais évidemment. bah, tu sais hein, que quand tu as un code moral, c'est souvent que toi-même, tu le respectes pas vraiment. Ouais, ben c'est ça. C'est un homme de Dieu qui parle de la religion, mais qui bat ses enfants. Mais aimez-vous les uns les autres. Mais si tu Voilà, mais m'aimes c'est pas, pas je te bats. C'est ça. exactement. Et c'est pas tout. C'est un alcoolique. Donc, c'est quelqu'un qui boit énormément de vodka. Ok. Ah, il y a comme comment on Un appelle quoi? ça? Un package deal de ça. On dirait à chaque fois qu'on parle de quelqu'un qui est religieux, il est alcoolique, il bat sa femme ou ses enfants. Voilà. Ça revient souvent à ça, étrangement. Et alors, il y a une petite particularité en plus. Il adore s'habiller en femme. Alors, on est dans les années 40-50. Ouais. Et donc, il s'habille en femme. Il met des robes, il met des talons hauts, même en public. Hmm. Et donc, à cause de ça, bah, le petit Marvin va être harcelé. Je pense que chez vous, vous dites intimidé à l'école. Ouais, je te confirme que même à mon époque, sûrement l'enfant aurait été aussi intimidé. Fait que, Mais ouais. ouais. Et donc, voilà, c'est une enfance bien, bien difficile, hein. Il y a 4 enfants dans la fratrie et Marvin, c'est le deuxième né. Donc, il a une grande sœur et puis il a encore un petit frère et encore une petite sœur. Et c'est lui qui prend le plus de coups. Et à partir de ses 7 ans, il est fouetté par son père. Voilà. Donc, Ouch. le décor bien, bien glauque est placé. Ouais, des Noëls assez ordinaires. Ouais, ah, ouais. Et à propos de ça, sa mère va déclarer dans une interview, elle parle de Marvin Senior, et elle dit, mon mari ne voulait pas de Marvin et il ne l'a jamais aimé. Et le pire est qu'il ne voulait pas que j'aime Marvin. Et Marvin a compris ça quand il était très jeune. Hmm. C'est, c'est- Donc on a en fait une petite enfance qui va être la base d'une santé mentale très très déficiente pour Marvin Gaye. Vous allez voir que sa santé mentale va être un problème dans toute sa vie. hmm. Mais malgré tout, voilà, il a du talent. Et à partir de 5 ans, il chante dans l'église de son père. Et d'ailleurs, c'est les seuls moments où voilà, il a une relation qui ressemble à une relation normale entre un père et son fils. Il apprend le piano à partir de ses 5 ans, toujours avec son père. Il apprend la batterie. Et puis, bah, il grandit, il arrive au collège, et là, il découvre des musiques qui ne sont pas des musiques religieuses. Il découvre le R&B, il découvre le doo-wop. Le do up. Oh, on va voir que je Ouais, check parce c'est que c'est quoi. un très très bon vocaliste. Et donc, il commence à faire, à rejoindre des groupes vocaux. Donc, il y a
deux groupes qui sont pas très connus, qui s'appellent les Rainbows et les Marquis. Et puis, il rentre dans un troisième groupe qui s'appelle les Moonglows, qui commence à avoir un petit peu de succès. Bon, c'est un groupe qu'on a oublié aujourd'hui, mais à l'époque, ils avaient un peu de succès. Et Marvin Senior, plutôt qu'être content pour son fils, il est en fait super jaloux du succès de son fils. Et à cause de ça, il le déteste encore plus. Aïe, pauvre petit. Ben ouais. Et en 1959, les Moonglows partent en tournée et le talent de Marvin Gaye attire l'attention d'un monsieur qui s'appelle Attendez, je vais recommencer. Berry Gordy Jr. Et Berry Gordy Jr., c'est le patron d'un label qui s'appelle Motown, Motown Records. Hmm. Le grand label de Détroit, le Ouais, grand c'est ça. label afro-américain des années 60. C'est pas n'importe qui. Non, non, c'est vraiment le grand producteur. Et à partir de là, Marvin Gaye commence une carrière solo, mais aussi, on l'a dit, hein, c'est un musicien, donc il est batteur sur un album de Stevie Wonder, il est batteur sur un album des Supremes, et il a son premier succès de chanteur en 1962 avec un morceau qui s'appelle Hitchhike. Hmm. Donc là, la carrière est lancée, hein, il a 23 ans. L'année suivante sort un morceau qui s'appelle Pride and Joy, et c'est la première fois que Marvin Gaye va se classer dans le top 10 des charts américains. Fait que c'est quand même, c'est un très bon début, là. Ouais, ça va vite, hein, ça va vraiment vite. À l'époque, c'était facile de faire un disque, je pense. Ouais, ben, c'est un peu comme excusez, qu'est-ce que je disais, c'est qu'il y a une certaine époque aussi, tu sais, il y avait moins, le bassin était plus petit. Fait que Ouais. ça facilitait l'ascension aussi des vedettes, là. Ben, des vedettes et des artistes, là. En plus, là, c'est vraiment un grand artiste. Pour le coup, Mhm. c'est un très, très grand vocaliste. Et alors, en 1968, hein, j'avance un petit peu, sort un single qui sera le single le plus vendu du label Motown dans les années 60. Et le morceau s'appelle I Heard It Through the Grapevine. Ah Vraiment, le oui, grand succès, oui, ouais. mais oui, oui, oui. Avec ouais, une intro qui est magique, quoi. C'est un très, très grand morceau. Mais comme beaucoup d'artistes, et puis on l'a dit, hein, il a une santé mentale déficiente depuis qu'il est petit. Adolescent, il avait envie de mourir déjà parce qu'il avait une vie difficile. Et donc, il va sombrer dans la dépression. Mm. Il s'est marié dans les années 60 avec Anna Gordy. Anna Gordy, c'est la sœur de Berry Gordy, donc le patron de la Motown. C'est son grand amour, mais le mariage va capoter. Et alors, il commence à consommer de la cocaïne, il en consomme de plus en plus, il arrête de se produire sur scène, il n'a plus envie. Il change de look et il va adopter le look qu'on connaît de Marvin Gaye, c'est ce look barbu, un peu. Donc, dans les années 60, les chanteurs chantaient beaucoup en costume. Là, il va sortir de cette logique-là, il va s'habiller un peu plus hippie et porter la barbe et un petit bonnet en laine, qui est un peu le look emblématique de Marvin Gaye. Et puis arrivent les années 70, pardon, les années 70. Donc, ouais, je précise hein, que le scénario du pire, c'est un podcast belge, donc on dit 70 pour 70 et 90 pour 90. C'est parfait, ça. On garde nos particularités, hein. Donc, en 1970, c'est la guerre du Vietnam et il écrit un concept album. Et le concept album s'appelle What's Going On. Tu connais, hein? Oui. Donc, c'est un album qui est une sorte d'opéra rock, si on peut dire, ou Ouais. opéra soul, parce que toutes les chansons ont un lien entre elles et donc ça raconte l'histoire d'un vétéran du Vietnam. Idéalement, c'est vraiment un album qui s'écoute comme un album. J'entendais votre invité précédente qui disait qu'on n'écoutait plus d'albums. Hein. Si vous écoutez What's Going On de l'album, c'est bien de l'écouter vraiment dans l'ordre comme une seule œuvre, quoi. Mais aussi, cet album-là, je pense, c'est pas quand il est sorti, mais beaucoup plus tard, il y a des gens qui ont fait comme une pièce de théâtre avec quelque chose. Ben, pas une pièce de théâtre, mais une comédie musicale à partir de cet album-là. Mais je suis pas sûr. Parce que je Tu ne pense. confonds pas avec R? Ah, peut-être. Ah, Mais peut-être c'est pas la même trop. époque, effectivement. Hein. Tu vois, c'est cette époque de la rébellion contre le Vietnam Fait que peut-être et je me trompe, ouais, là. d'albums conceptuels très politiques et tout ça, quoi. Hmm. En tout cas, cet album, la Motown n'en veut pas au début. Il considère que c'est trop politique et c'est pas du tout à l'esprit de la Motown. Mais Marvin Gaye veut sortir cet album, donc il refuse d'enregistrer autre chose. Il y a un vrai bras de fer avec la Motown, mais c'est Marvin qui gagne. Donc l'album sort et puis il y a le single What's Going On qui sort et c'est un énorme succès. Hmm. Sur l'album, il y a Anna Gordy, donc la femme de Marvin,
malgré les difficultés dans le mariage, qui écrit 2 titres sur l'album. Et le succès de cet album très politique fait prendre conscience à Marvin qu'il est un porte-parole et qu'il peut passer des messages politiques. Hmm. Et en plus, les Blancs commencent à l'écouter. Ah, C'est ouais, un c'est vrai. album, ouais, c'est un album qui va séduire en fait un public beaucoup plus large que le public, on va dire, classique Hmm. de la Motown, qui est plutôt afrodescendant. Ouais. Et What's Going On, en 2020, a été classé par le magazine Rolling Stones comme le meilleur album de tous les temps. Oh, oh, quand même. Ouais, ouais, c'est... Donc ils avaient fait un top 500 et c'est What's Going On qui était le premier. Hmm. Et alors What's Going On, c'est ce qu'on appelle une protest song. Tu vois, hein, le principe de ces chansons qui sont des chansons un peu emblématiques d'un changement social. Des gens sont en fin de compte engagés sur un problème précis là, de son Ouais. époque. Là. Ouais. C'est comme nous, au Québec, on a. Ça fait plusieurs années de ça, ben, ça revient un peu. C'est Loco Locas avait une chanson Libérez-nous des libéraux. C'était assez Ok. précis sur genre le parti politique libéral qui était au Mhm. pouvoir puis que ça allait pas super bien. Là. Fait que, puis encore, cette chanson-là, il y a des gens qui la chantent dès qu'ils entendent parler du parti libéral. Ils sont comme Ouais, libérez-nous des libéraux. Puis comme Wow. Au Québec, les libéraux, c'est la gauche ou c'est la droite? Ouais, c'est comme il n'y a, y a pas beaucoup de droite au Québec. Fait que Oh, oui, ok, les ok. libéraux sont comme c'est pas les plus à droite, mais Ok. ils penchent vers la droite. Mais Ah, tu voilà, ouais, sais, c'est comme en Belgique alors. ouais, Ouais. ben je vais donner comme l'exemple là, aux États-Unis, les républicains, c'est droite. Mais Mhm. nous, les libéraux, à comparer des républicains, ils ont l'air d'être à gauche. Là, tu sais. Ouais, ouais, bien sûr. Mais est-ce que tout le monde n'a pas l'air d'être à gauche si on les compare aux Ouais, républicains, c'est quoi. ça. Alors, j'ai préparé un petit jeu. Voilà, t'es tout seul hein, encore, je pense. Ouais, je suis tout seul, mais. Alors, tu vas jouer tout seul et si tu donnes la moitié des bonnes réponses, je te ramène un paquet de cuberdons quand je viens au Québec dans 4 semaines. Je sais pas ce que c'est des cuberdons, mais Je sais pas c'est tu vas quoi, aimer. mais je vais gagner de quoi, fait que je vais être Ouais, ouais, c'est heureux, ça. c'est tout. C'est hyper bon. Donc, je vais, pour le jeu, donc, te citer 8 protest songs. Donc, je te donne le titre de la chanson et je te donne l'année et tu me donnes le groupe ou le chanteur. Ok, parfait. Ça va? Alors, Ouais, je commence par pas trop difficile, 1983. La chanson s'appelle Sunday Bloody Sunday. ça c'est U2. Ouais. Hey, je Alors, savais pas c'était en 83, c'est l'année de ma ouais, c'est vieux, hein. naissance. Ah. Mm. En 2004, American Idiot. Green Day. Ouais, bravo. Alors, la meilleure, en 93, Killing in the Name. Ça c'est Rage Against the Machine. Alors, plus difficile, je pense. En 2004, Right Right Now Now. Right, now, now. Non, désolé, celle-là, je sais pas. Alors, ça, c'est les Beastie Boys. C'était les Beastie Boys. Ouais, Right, now, now. C'est Now qui? Now. Elle est pas mal. Ça c'est les Beastie Boys, je Alors, savais pas. peut-être une des premières protest songs, en 1939, Ouh! Strange Fruit. Hey, 1939, Alex. 39. Strange Fruit. D'après toi, c'est qui a fait ça? 1939? Ouais. J'étais même pas né, j'étais même pas pensé. Non, je me doute. Alors, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'auditeurs qui étaient nés en 39. Donc, c'est Billie Holiday. Non, aucune idée. Billie Holiday. Ok. Alors, en 2005, celle-là, tu la connaîtras peut-être, Standing in the Way of Control. Hmm. Chanteuse, c'est un groupe avec une chanteuse. Alex, Standing in the Way of In the Way of Control. Control. Ça te dit-tu de quoi? Non, désolé. Non. Alors, ça, c'est Gossip. Hey, sac, non, En, je connais 2000 pas. en 2008, on a Paper Planes. Pepper Plane, ça, c'est pas Mia? Ouais, c'est ça. Hey, c'est pas pire, ça. Tu veux changer Et de alors, voix? la dernière, en 1988, Fuck the Police. Euh, fuck. Ça, c'est pas un groupe de rap, ça, ta minute. Ouais, c'est ça. Wu-Tang Clan. Non, c'est NWA, mais c'est le groupe de Ice-T. Ah, Donc, c'est ok. Ah, voilà, j'étais pas c'est loin. vraiment le. Bon, pas mal. Je te ramènerai tes cuberdons le mois Merci. prochain. J'ai tout répondu plus vite que lui. C'est Fuck vrai, tu off. les avais? J'étais sur le live, mais j'ai répondu oui, j'ai 20 secondes de retard, mais. Ah, bah, écoute, je vous ramènerai des cuberdons pour tous les deux.
Voilà, donc je reviens à Marvin Gaye. Donc, Yes. il va signer un deal avec Motown et c'est le premier chanteur noir à signer un record deal de 1 million de dollars. Waouh! Pour 1 million, l'époque, c'est en quelle année, ça, déjà? C'est en 72. 72. 1 million pour un album, c'est... en Ouais, c'est 72, énorme, hein. ça vaut C'est... peut-être ouais. 5-6 aujourd'hui, même plus. Ah ouais, ouais, C'est beaucoup d'argent pour un album. ouais, ouais, ouais. Et entre 72 et 80, il va sortir 5 albums pour la Motown. Le plus connu, c'est Let's Get It On en 73. Mais donc Marvin Gaye va pas bien, il divorce en 1975, il se remarie en 1978, mais voilà, je pense qu'il a perdu la femme de sa vie. Son remariage, c'est pas la même intensité. Il consomme de plus en plus de cocaïne, il décline un petit peu, mais ça reste quand même une grande star. Mm. Il va enchaîner les épisodes dépressifs et il ne sort plus de ses addictions. Et Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, Marvin Senior, lui, il est très jaloux du succès de son fils, parce que lui, dans son église, il imaginait qu'il deviendrait un prophète. Et en fait, il se rend compte que le prophète pour la génération, enfin, la jeune génération, c'est Marvin Junior, qui est vraiment considéré comme un porte-parole, notamment contre la guerre du Vietnam. c'est ça, c'est un prophète, mais pas dans le même domaine. Ouais, et puis c'est un tout petit prophète, le papa, et puis voilà, on a parlé c'est comme un profil très très particulier, quoi. Mm. Quand même, quand même. Et puis Marvin Gaye, il a un petit problème, c'est qu'il n'arrive pas à payer ses impôts. Ah! Et j'ai connu ce problème-là aussi. Ouais, non, mais Et T'es pas tout seul. Et il décide de s'exiler et il choisit, voilà, si vous deviez quitter l'Amérique du Nord, vous iriez où? Au paradis, ce serait quoi pour vous? Mexique en général. Là. Ah ouais, non, évidemment, il choisit la Belgique. Oh! Oh, oh on n'a pas Voilà. les mêmes paradis. Non, non. Et donc, il quitte les USA par bateau, il passe par Londres, mais il débarque dans une ville qui s'appelle Ostende en 1981. Et alors, Ostende, moi, j'ai un rapport particulier parce que c'est la ville où je passais beaucoup de week-ends quand j'étais enfant, parce que c'est là où mes grands-parents avaient leur appartement au bord de la mer. Oh! Oh, Et alors, c'est aussi la ville du chanteur Arnaud. Je ne sais pas si vous le connaissez. Arnaud, non. Chanteur belge Arnaud. non. Non, ça me dit Quand, rien. Vite comme quand ça. vous voulez, je viens vous parler du chanteur Arnaud parce que c'est vraiment On un sédule artiste ça. belge à découvrir, On quoi. sédule ça. Donc c'est Arnaud, Arno, c'est vraiment un grand, grand chanteur. Y a-tu tué quelqu'un? Arnaud, il a tué personne, il vient de mourir et franchement, c'était un choc Ah pour ouais? les Belges. Ouais, ouais, c'était Pom, pom, pom. Joe. presque des funérailles nationales. Et il a tué personne, mais il était bien trash parfois, il était toujours bourré, mais c'est un grand artiste. Non. Non, mais je le connais pas. On va le découvrir avec toi. Voilà, et c'est un artiste d'Ostende et voilà, c'est la grande star de la ville d'Ostende. Et voilà, bon, à propos d'Ostende, Marvin Gaye va dire: Je suis un orphelin pour l'instant et Ostende est mon orphelinat. Hmm. Dans la mesure où là, maintenant, précisément, il y a des endroits où je préférerais être et j'ai sans doute besoin d'être ici. Ostende, c'est une petite ville qui bat un temps plus lentement que Paris, Londres, New York ou LA. Hmm. Peut-être même 2 temps plus lentement. Et c'est vrai que c'est une ville particulière. Enfin, j'encourage les gens qui passent par la Belgique à passer par Ostende, même s'il y a une forme enfin, je sais pas, de mélancolie dans cette ville. C'est une ville qui a beaucoup, beaucoup de charme. Et là, donc en fait, il vient en Belgique parce qu'il était invité par un hôtelier et un promoteur de petits concerts ostendais qui s'appelle Freddy Coussart. OK. Alors, ça, c'est vraiment un nom typiquement belge, quoi. Et donc, Marvin Gaye va habiter chez lui parce que Freddy Coussart est inquiet pour le bien-être de Marvin. Donc, ils vont habiter ensemble, mais bon, Freddy Coussart vit en famille, pas de problème. Donc, il va vivre avec la famille de Freddy Coussart. Et Freddy va l'aider à se reprendre en main. Donc, il commence à l'amener vers une vie plus saine, il lui fait arrêter la cocaïne, il commence à faire du sport, il va à la salle, il fait du jogging sur la plage d'Ostende, et il va travailler sur les premières notes d'un album qui va s'appeler Midnight Love. OK. Et Midnight Love, c'est donc un album qui sortira en 82, et sur cet album, il y a un single qui s'appelle Sexual Healing. Vous connaissez, hein? Oui. C'est vraiment Sexual healing. Voilà, exactement. Et ce single a été enregistré au studio Cathy. Et le studio Cathy, c'est le studio d'un chanteur belge qui s'appelle Marc Arian. OK. Alors, je ris parce que Marc Arian, donc, c'est un chanteur des années 60 en Belgique. Et
vous imaginez la tête d'une rockstar. Ouais. Eh ben, Marc-Arian, c'est exactement le contraire. C'est T'aurais le jamais chanteur qui a... cru, lui. Non, mais il a quand même eu un peu de succès. Je pense que ma mère l'aimait bien, que ma mère l'écoutait. Et vraiment, je vous conseille, quand vous aurez fini vos 24 heures pour vous détendre un petit peu, il faut chercher sur YouTube Marc Arian, Mon petit navire. Donc, Mon petit navire, c'est une chanson qu'il a faite en 1965. Et à l'époque, on faisait des clips un peu simples, hein, donc souvent avec une seule caméra. Et Il était pour moi un des un clips. petit navire. Ouais, c'est ça que j'ai dans la tête. Là. Alors, c'est pas cette chanson-là. Mais le clip, il est hyper drôle parce qu'il est sur le pont d'un bateau, un grand bateau, style un cargo. OK. On voit que le sol est très mouillé. On voit que le bateau bouge un peu. Donc, c'est un playback, évidemment. Et on voit que Marc Arian, il est vraiment, vraiment pas bien. Il a besoin de se tenir à quelque chose. Et donc, on a tout ce clip avec cette gestuelle complètement invraisemblable. Enfin, on dirait une blague, mais non, c'est le vrai clip de Marc Arian. Donc voilà, Mon petit navire, c'est franchement rigolo. Cherche ça, là. On va le faire jouer après. Ouais. Ah ouais, ça va, super. Ouais, vraiment, c'est rigolo. Alors, en 1982, Marvin Gaye quitte la Motown et il signe, donc pour cet album Midnight Love, il signe avec Columbia. Et grâce à Sexual Healing, c'est un méga succès. Et c'est grâce à ça qu'il va remporter, d'ailleurs, je suis surpris qu'il ne l'ait pas fait avant, mais il va remporter 2 Grammy Awards et un American Music Award. C'est la première fois qu'il a ces prix-là. Mm. Et comme il a beaucoup de succès, il va quitter Ostende. Il ne faut jamais quitter Ostende. Et va retourner aux États-Unis en 83. Là, il repart en tournée. C'est pas un gars qui adore faire ça, mais bon, au début, comme voilà, il a refait du sport, il a eu une vie saine, ça se passe plutôt pas mal. Mais plus la tournée avance, plus il retombe dans ses vieux démons, il reprend de la cocaïne et il devient de plus en plus paranoïaque. Il pense notamment qu'il a un tueur à ses trousses, un tueur à gages, et il est persuadé que les gens essayent de l'empoisonner. D'ailleurs, il va même contacter un avocat pour demander à ce qu'on enquête sur qui est en train de l'empoisonner. En fait, il est en train de s'empoisonner lui-même, évidemment. Ouais, je voudrais me poursuivre moi-même. Sur scène, il se produit équipé d'un gilet pare-balles et il a vraiment une petite armée de gardes du corps. Il est vraiment Il obsédé par commence la à scène. avoir une petite parano, là. Voilà. Et vous allez voir que c'est cette parano qui va le tuer. OK. À la fin de la tournée, il part vivre chez sa mère. Sa mère se remet d'une chirurgie dans une maison en Californie que Marvin Gaye a offert à ses parents. Alors, j'ai vu les images de la villa. C'est vraiment une énorme villa hyper chic. On voit que c'était un chanteur à succès. Et donc là, il va habiter plusieurs mois avec ses parents et les parents ne s'entendent plus du tout. Ils dorment plus ensemble depuis 10 ans. Ils font chambre à part. Le père n'est pas toujours là, mais souvent, il est quand même là. Et Marvin Senior, donc le père, il boit encore plus que d'habitude. Et Marvin Junior, il prend encore plus de coke que d'habitude. C'est des Donc, activités père-fils, ça, je trouve. c'est ça. Le père prend une gorgée, le fils prend une ligne. Ils ont trouvé une forme de Party. bonding. Ouais, c'est ça. Ils se sont retrouvés à quelque part, là. D'ailleurs, ouais, j'avais Fallait écrit il se fait livrer de la cocaïne tous les jours. Et puis j'ai noté mais qu'au Québec, on ne dit pas tous les jours, mais à tous les jours. C'était un Ouais. truc qui était populaire il n'y a pas longtemps. Ouais. Ok, oui. Alors il À fait tous ce les que. jours. Voilà. Et à tous les jours, il reçoit des femmes dans cette maison aussi. Euh, souvent des groupies, en fait, dont il profite un petit peu. Ah. Et il est de plus en plus parano. Donc, le fait d'avoir quitté la tournée, ça va pas calmer cette paranoïa. Donc, il fait installer un système de sécurité hyper sophistiqué dans la maison de ses parents. Et pour être certain que les parents soient en sécurité, il offre un pistolet de calibre 38 à son papa. Mhm. Non. Son papa Vous voyez où ça... qui l'aime vraiment beaucoup. Voilà, exactement. Donc, vous voyez où ça va aller. Hein. Tu sais, quand je disais que j'écoutais, là, son papa qui le fouettait, son papa qui. Hein? C'est ça. T'as juste entendu le mot fouet puis t'es excité, c'est tout, là. Non, mais j'étais comme, ah, c'est jeune, là, 7 ans pour vivre le châtiment de Jésus, tu sais, dans sa secte. Lui, il était comme, toi, Jésus, il se faisait fouetter, je te fouette. C'est vraiment ça. C'est vraiment Mais c'est c'est vraiment clairement ça, que c'est ça, là. C'est comme ceux-là, tu sais, qui, justement, là, qui sont des adeptes, là, puis qui
On le voyait un peu dans le film Da Vinci Code, là, justement, qui vont des zélotes. ouais, qui vont se flageller, puis vraiment essayer de souffrir comme Le Jésus martyr, là. a souffert. Là. C'est intense. Ouais, d'ailleurs, il y a un film d'horreur français qui s'appelle Martyr, là, qui parle de ça, qui est assez insupportable à regarder, mais ouais, tout à fait. Attends, Il c'est quoi le film que tu as dit? s'appelle Martyr. Oui, c'est un excellent film, je vous le conseille. Ouais, mais il est dur, hein. Mais il est Ouais. bien. Ouais, moi, je trouve ça correct. Là. C'était une belle Ah, comédie. bon. Là. C'était bon, j'ai ri. Il y a un autre film du même réalisateur qui s'appelle Ghostland aussi, qui est Ah, très celle-là, je dur, connais mais pas. très réussi. Faut voir. Ghostland. Martyr et Ghostland, Ghostland, on a les devoirs à faire. ouais. Techniquement, je sais que Martyr, Ghostland, je le connais pas, mais Martyr fait partie de la nouvelle vague de films d'horreur français. Il y en a eu plusieurs qui sont sortis comme un peu en même temps. Haute tension à Haute tension, ouais. l'intérieur. À Ouais. l'intérieur, puis t'en as un Ouais. autre, je me souviens pas c'est quoi, Frontière, je pense. Et alors, il y a un film belge, mais dans cette vague-là, qui s'appelle Calvaire, Mm. qui est extraordinaire. Donc, c'est l'histoire d'un chanteur d'hospice. Donc, il chante pour les petits vieux dans les hospices. Il se retrouve dans les Ardennes belges, donc c'est la zone belge la moins peuplée. Il est dans une camionnette avec son matériel de chanteur et puis il tombe en panne et il se fait accueillir par un aubergiste. Il y a un petit hôtel dans un petit village et l'aubergiste est persuadé que le chanteur est en fait son ex-femme qui l'a quitté. Wow! OK. Et on se rend compte que tout le village pense que le chanteur est en fait l'ex-femme de l'aubergiste qui l'a quitté. Je me le mets tout de suite en note. Je peux pas passer à côté de ça. Ah non, c'est vraiment un film. La tension est énorme, mais c'est vraiment réussi. C'est un film de Fabrice Duvelt et c'est un grand réalisateur de films d'horreur belge. Pour ça que j'écoute pas le scénario du pays, je suis trop occupé à écouter des films d'horreur. C'est ça, parce que, comme Philippe a dit, lui aussi, il a 3 enfants, puis il nous écoute. Non? Exactement. Après, j'en ai des peut-être plus grands que vous, mais Il y a peut-être ça. alors, on revient à Marvin Gaye. Donc, le Yes. 1er avril 1984, il va mourir la veille de son 45e anniversaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, les parents de Marvin se disputent. Marvin Senior crie sur sa femme à cause d'un document d'assurance qu'il ne retrouve plus. Juste un papier qu'il a perdu. Il pense que sa femme a égaré le papier. Ben oui. C'est pas comme ça que ça C'est fonctionne. sûr que c'est pas de sa faute à lui. Non, c'est ça. Puis moi, je ferais la même affaire. Ma femme perdrait un papier, je la battrais. Ben oui, c'est ça. Non, ça serait le contraire. C'est elle qui me crisserait une volée. Et donc, Alberta s'est réfugiée dans la chambre de son fils. Elle en a marre d'avoir son mari qui crie. En fait, le gars pète un câble. Il ne parle que de ça. Il rentre dans une sorte de crise autour de ce papier d'assurance qui dure plusieurs heures. Il se repose un petit peu, il fait sa nuit, mais après, il se réveille le matin et il recommence à crier. Et donc, il ne se calme pas. Et Marvin sort un moment de sa chambre. Il est en robe de chambre. Vous dites ça au Québec, une robe de chambre? Ouais. Ouais. Ouais, ok. Donc, il crie sur son père, lui demande de se calmer. Mais Marvin Senior se calme pas. Il monte pour continuer la dispute dans la chambre de son fils. Marvin lui ordonne de partir. Et puis, à un moment, il n'en peut plus. Il le jette dehors. Le père tombe. Marvin lui donne des coups de poing et des coups de pied. Et c'est la maman, Alberta, qui intervient pour séparer les deux Marvin. C'est une Et belle Marvin relation Senior. père-fils. C'est parfait. Oui, c'est ça. Hein. Ils ont encore une activité commune, ils aiment bien se taper dessus. Et donc là, évidemment, c'est Marvin Junior qui prend le dessus. Pour une fois. Marvin Senior s'en va, il va dans sa chambre et il revient avec le pistolet de calibre 38, donc le cadeau de son fils qu'il avait fait à cause de sa paranoïa. Il s'avance vers Marvin sans rien dire et lui tire 2 balles qui vont toucher son cœur, son poumon, son foie. Tout ça devant la mère de Marvin. Donc, faut imaginer évidemment la scène, quoi. Mais tu sais, elle était pas entraînée à ne pas l'aimer. Non, elle avait pas. Non, il avait c'est voulu, une mais blague, elle était pas d'accord. Non. C'est juste une blague, je sais que non, Ah, c'est oui. impossible que tu... Voilà. Encore plus pour une mère, je pense, qui a porté Ouais, cet parce que ça avait l'air enfant-là. d'être une mère assez aimante quand même, justement. Mais ouais, avec un mari pas possible. Et donc, il y a le petit frère de Marvin qui arrive, parce qu'en fait, il habite la maison d'à côté. Marvin n'est pas mort. Donc, Frankie prend Marvin dans les bras et il essaye de le garder éveillé. Hein. On voit ça dans les films, hein, qu'il vaut mieux garder éveillé celui sur qui il t'a tiré. Et donc, Marvin murmure à Frankie
J'ai eu ce que je voulais. Je ne voulais pas le faire. Pardon, je ne voulais pas le faire moi-même. Alors je lui ai fait faire. C'est bien. Oh. J'ai couru ma course, mais là, j'ai plus rien en moi. Donc c'est comme si c'était une forme de Suicide, un peu. suicide, ouais, tu vois. C'est comme un peu de l'auto-sabotage d'une certaine façon. J'ai Ouais, pas le courage de le faire moi-même, mais tu sais, je vais comme pousser quelqu'un à le faire. Fait que, ouais. puis là, c'était son père. Là. C'est comme un peu aussi les suicides par policier, là, Oui, c'est ça, le Ouais, c'est ça. suicide by cop. Ouais, c'est Ouais. ça. qu'on peut voir souvent. Là. Ah, t'as le gars qui comme dépose tes ciseaux, puis le gars continue à avancer avec les ciseaux, puis la police fait comme Ouais. ben là, j'ai pas le choix. Mais tu sais, c'est par après, c'est ça que tu sais, c'est que le gars, c'est juste ça qu'il voulait. Là. C'est épouvantable, ça, ce phénomène-là, là, suicide by cops. Ouais. Tu sais, c'est de pousser un autre humain à te tuer. Là. À te tuer, Ouais, ouais. Quelqu'un qui veut pas tuer à la base. Là. Ouais, c'est ça. Et ouais, donc épouvantable, bon, ça. là, évidemment, le tueur, Marvin Senior, c'est quand même pas un mec, c'est pas un mec sympa, quoi. Ben, il avait les intentions de le faire parce qu'il a Ouais. jamais demandé. Là. Non. Ça aurait pu finir on se tape sa gueule, puis ok, c'est beau, chacun s'en va de son bord. Il a quand même décidé d'aller de son bord puis de revenir armé. Là. Ouais, ouais. Et puis ouais, il y avait quand même une haine de la part du père, donc c'est pas Qui uniquement qui l'incident. perdurait depuis des années. Là. Mm. Depuis toujours, dans le fond. Et puis tu as la femme de Frankie, donc Frankie un gay, donc le petit frère, qui appelle le 911, mais les blessures sont trop graves et il est déclaré mort. Donc Marvin Gaye est déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Euh, Gaye Senior est inculpé, forcément, pour un meurtre au premier degré, mais finalement, on ne va pas retenir la préméditation, et donc il va être jugé pour un meurtre sans préméditation. C'est manslaughter en anglais, je ne sais pas Mhm. comment on dit Ben, je pense dans que le droit francophone. c'est second degré, je pense. Ouais, Ouais, c'est meurtre de ça, je pense second que degré. second degré, ouais. Donc, Marvin Meurtre Senior est non arrêté. prémédité. Non prémédité, Pardon? c'est Oui, ça. c'est ça. Il y a pas de préméditation, donc on considère que c'est une dispute qui a mal tourné, quoi. Et Marvin se présente devant la cour. Il la joue très pleurnichard, comme ça. Il pleure devant la cour. Il dit si je pouvais le ramener, je le ferais. J'avais peur de lui, etc., etc. Je l'aimais. J'aimerais J'avais peur qu'il de lui, apparaisse c'est lui maintenant. qui crie sur moi. C'est Voilà. moi qui crie sur lui, je veux dire. Et alors, ce qui est dingue, c'est que le juge va prendre complètement le parti de Marvin Senior. Et il va dire le jeune homme qui est mort tragiquement a tragiquement provoqué l'incident. C'est entièrement de sa faute. Et du coup, Marvin Senior va pas aller en prison. Donc, Wow. il a juste une peine de 6 ans, mais qui sont suspendus. Donc, il ne doit pas purger cette peine. Et il a un sursis probatoire de 5 ans. Et c'est tout. Donc, il sera jamais condamné pour ça. Voilà, il va encore vivre 14 ans et mourir de pneumonie en 1998, à l'âge de 84 ans, je pense. Ouais. Il a quand même vécu longtemps pour quelqu'un qui méritait peut-être pas de vivre aussi longtemps. Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. Et c'est pas toujours les meilleurs qui partent les derniers, en tout cas. Ouais, c'est ça. Les meilleurs partiront en premier. Non, 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 c'est pas Non. vrai. Enfin, là, oui. Le fils est parti avant le père. Ouais, Ça aurait c'est dû être ça. un peu l'inverse, quoi. Et alors, comme il reste un petit peu de temps, j'avais encore une deuxième petite histoire à vous raconter Ouais. pour vous réveiller, mais celle-là, elle est vraiment bien trash. Ok, mais pourquoi t'as Ça pas va commencé être- par elle? Ça va être la préférée à Papy Joe. Alors, pas commencé par celle-là parce que elle parle pas de musique. Mm. Mais là, on est vraiment dans les codes du film d'horreur et vraiment du film d'horreur gore. Et on va parler de satanisme, et donc c'est pour ça que j'ai choisi Ah, Papy Joe. de la raconter. Ton sujet. Il est 4 heures du Voilà. matin, le soleil se lève. Mais plus, il arrive 5 heures. C'est 5 heures, fait que, tu sais, je veux dire, le soleil se lève, on est le matin. Le moment parfait pour faire un rituel. Exactement, puis moi j'ai mon érection matinale. Vas-y, je t'écoute. t'écoute. Alors, bah, on est en juillet 2000 et on est aux petites heures du matin, justement, en Australie, pas loin de Sydney, pardon, dans une ville qui s'appelle Albion Park. Et on découvre le corps d'un homme qui s'appelle Jack Van Crevel. Il a été massacré de 24 coups de hache et de 16 coups de poignard. Oh, parce que, tu sais, je veux dire, la hache, c'était pas assez. Non, ça n'était visiblement pas assez. Ça en prenait 25. 25. Coup de hache. Sur un Et corps, alors, c'est. Tu sais, oui, c'est grand un corps. Ouais. Peut-être qu'il mesurait 6 pieds 5. Là.
Mais Alors, 25 coups c'est sur pas un propre corps, c'est exagéré. il faut un peu de colère pour en faire autant. Ouais. Et alors, on peut se poser la question de, d'abord, qui est Jack Van Crevel? Et alors, il y a un hasard ou pas, d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard, c'est le père de Mark Van Crevel. Et Mark Van OK. Crevel, c'est quelqu'un qui, 2 semaines avant, a été condamné à 2 fois la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, parce qu'il avait commis 2 meurtres qui sont absolument atroces. Non, c'est bon, c'est comme la vengeance sur la famille d'une autre façon. Peut-être, peut-être, ou peut-être pas. Et alors, Mark Van Crevel, c'est quelqu'un aussi, Peut-être le pas. tueur avait choisi, avant ses meurtres, de changer de nom, OK. de ne plus avoir le nom de son père, et donc il se fait appeler Mark Valera. OK. C'est normal. Alors, trigger warning, on va rentrer dans la description des meurtres. Donc la première victime, c'est un homosexuel de 59 ans qui s'appelle David O'Hearn. Son homosexualité, ça a quand même une importance, c'est pour ça que je le cite. Et donc c'est une brutalité de crime sidérante. Alors d'abord, bon, ça commence soft, si on peut dire, la tête a été écrasée avec une carafe. Ensuite, il a été décapité et la tête a été placée dans l'évier de la cuisine. Une des mains de la victime a été coupée, son pantalon a été baissé et son pénis coupé, mutilé. Il a été Mhm. éventré. Les intestins ont été déposés sur un plateau d'argent, quand même une petite touche d'élégance. Ouais, c'est ça, quand même. Hein? On n'est pas des sauvages. Quand même un Voilà. fancy. Ouais, c'est ça. Et la main coupée de O'Hearn a été utilisée pour dessiner un crucifix inversé sur les murs avec le sang, un pentagramme, et il a écrit Satan aussi en lettres de sang sur les murs du salon. Un artiste. Ensuite, Mark s'est acharné pendant 90 minutes sur le corps de la victime. Et il y a tellement de blessures post-mortem qu'il est impossible pour les légistes de déterminer la cause du décès. OK. Alors, 2 semaines plus tard, on trouve la seconde victime. Là, c'est Frank Harkel, qui a 62 ans. Et c'est l'ancien maire de Wollongong, donc la commune d'à côté. Il a été assassiné chez lui et le meurtre est tout aussi atroce. Il n'y a pas eu de traces d'effraction, donc d'ailleurs dans la première scène non plus. Et donc tout le monde peut penser que Frank Harkel a laissé rentrer son agresseur chez lui. Alors lui, il a été tué par des coups répétés sur le crâne à l'aide d'une lampe de chevet. On a mis un câble électrique autour de son cou. Valera s'est acharné sur le cadavre en plantant des épingles partout dans le visage, notamment dans les yeux. Et alors, ça ferait un bon film. Dans le scénario du pire, on aime bien faire des parallèles avec le cinéma. Ça ferait un bon film parce que Harkel, en fait, avait perdu sa mère il y a quelques mois. Il vivait dans la maison de sa mère et il n'avait touché à rien. Et donc, il vivait vraiment dans l'intérieur d'une maison de vieilles dames avec des vieilles robes qui pendaient, etc. Il faut vraiment s'imaginer cette scène de crime, à mon avis, très. En fait, ça m'a fait Surréaliste penser. un peu. Ouais, tout à fait. Et en fait, ces 2 scènes de crime, elles me font penser à un film, c'est Seven. Oui, exactement. Moi, tout. Tu vois, avec les découvertes de scènes de crime à chaque fois complètement sidérantes, quoi. Mhm. Et donc, bah, je l'ai dit, hein, il y avait un pentagramme, un crucifix inversé, le mot Satan. Donc, quand on a découvert le corps de David O'Hearn, l'enquête s'oriente vers le milieu sataniste. Et ça tombe bien, il y a un voisin qui s'appelle Keith Schreiber, qui est un sataniste convaincu. Et donc, on sait que ce n'est pas lui, on sait que c'est Mark Valera. En plus, Schreiber a un alibi. Il était en déplacement pour son travail. Et son travail, c'est évider des poissons. C'est une destin de belle Voilà. job. Voilà. Ça rend son homme heureux. Voilà. On va en reparler de ce Keith Schreiber, évidemment. Et alors, bon, c'est pas lui, mais la police trouve chez lui des indices quand même très concordants, notamment des dessins qui correspondent aux dessins sur les murs de la scène de crime, des dessins sataniques et des dessins qu'il a fait de personnages décapités, éventrés, qui ressemblent très très fort à ce qu'on a retrouvé sur les scènes de crime. Alors la police va faire son enquête, Marc Valera va apparaître petit à petit dans le dossier. On trouve des indices matériels qui vont l'accabler. Notamment, il a laissé, alors je ne sais pas comment il est sorti, mais il a laissé sur la scène de crime un pantalon de survêtement et une paire de bottes. Donc, je ne sais pas Ok. s'il s'est changé ou bien s'il est sorti en slip, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui a été trouvé.
Et on a trouvé ça chez Frank Harkel, donc la deuxième victime. Frank Harkel n'était pas du tout le genre de gars à porter des survêtements et des paires de bottes. Et donc, on s'est dit que c'était quelque chose qui était voilà, anormal sur cette scène de crime. Mhm. En plus, il y a pas forcément de mobile pour O'Hearn, parce que là, on considère, enfin, on enquête et on voit que c'est un homme qui est sans histoire, qui est un homme très doux, il s'entend bien avec tout le monde. Par contre, Frank Harkel, c'est différent, parce que 6 mois avant l'assassinat, il avait été acquitté pour des faits d'infraction sexuelle impliquant des mineurs. Mm. Donc, Arc. Harkel avait drogué des mineurs, il avait eu des relations avec eux. Et Ça continue parce bien que. aller, c'est. Ouais, c'est ça. Donc, lui, on va peut-être moins le regretter, bon, même s'il ne méritait pas ça. Il a été acquitté, bizarrement, mais après son acquittement, il y a eu d'autres accusations contre lui liées à de la pédophilie. Donc, la première piste, c'est la piste d'une vengeance, mais ça ne colle pas. Il y a un appel à témoins qui est lancé, notamment avec les photos du pantalon de jogging et les chaussures. Et il y a une femme qui reconnaît les vêtements de son ex, c'est Marc Valera. Et Marc Valera, c'est un ami de Schreiber, le mec qui évite les poissons. Mhm. Alors, à un moment, la police va le surveiller. Marc Valera va jeter une canette dans une poubelle publique. La police va la récupérer, comparer les empreintes sur la canette avec les empreintes de la scène de crime. Et comme on dit sur Tinder, it's a match. Ouh. Et donc, voilà, l'enquête se referme sur lui, mais Marc Valera va se présenter spontanément à la police et il fait des aveux complets. Non, au moins, En plus, voilà, les Il éléments s'astine matériels. pas. Il s'astine pas. Ouais, non, non, vraiment. Ben oui, c'est moi, vous m'avez eu. Ouais, exactement. il est honnête avec lui-même, c'est bien. Il explique que O'Hearn, c'était un choix complètement au hasard. Donc, il dit à propos de O'Hearn, la première victime, j'avais en tête que je voulais juste tuer quelqu'un ce jour-là. Je lui ai demandé s'il y avait des endroits où loger dans le coin. Il m'a invité à rentrer chez lui pour en discuter. Nous sommes assis. Il m'a proposé à boire. Et quand il s'est levé et m'a tourné le dos, j'ai pris une grosse bouteille, en fait, c'est une carafe, et je l'ai frappé à l'arrière de la tête. Et par contre, il disait qu'Arkel, lui, il avait choisi parce qu'il voulait le punir, parce que c'était un pédocriminel et que, Il et voulait faire que un c'était un Dexter de chantiment métier. lui-même. Voilà, exactement. Donc la police va chez Valera et elle trouve une kill list. Vraiment une liste de gens que Valera euh, prévoyait de tuer. Donc il y a une question qui est écrite sur cette kill list qui dit qui sera mon numéro 3. Les possibilités sont infinies. Et puis tu as toute la liste. Et en plus, cette liste, elle est écrite dans un livre qui s'appelle L'ABCDR des tueurs en série. Un gars qui est fan de tueurs en série. Alors, il y a plein de noms, et il y a 2 noms qui vont frapper les enquêteurs. C'est Jack Van Crevel. Rappelons-nous, hein, c'est le gars qui meurt au tout début de cette Mhm. histoire. Et Belinda Van Crevel, qui est la sœur de Marc. Donc, il est arrêté. La presse va le surnommer le boucher de Wollongong. Je trouve que c'est pas mal comme surnom. Il est jugé en 2000. Euh, Alors, l'axe de la défense, c'est de dire que en fait, Marc est complètement fucked up parce qu'il a été gravement abusé par son père. Et que les 2 victimes, en fait, lui rappelaient son père, lui avait fait des propositions, et qu'à cause de ça, il y avait eu une sorte de trigger qui avait fait qu'il devenait fou de colère et qu'il avait tué les 2 hommes. Donc, en gros, la défense dit il a été violé à répétition par son père quand il était enfant, et donc c'est pour ça qu'il est devenu le meurtrier. C'est une bonne explication. Ouais, ouais. Ça laisse des Après, de nouveau, traumatismes. Là. Ouais. il y aura encore des twists, hein. Donc Belinda va prendre la défense de son frère et dire que c'est vrai, qu'il a été abusé. Et Jack Van Crevel lui-même, c'était avant son assassinat, hein, c'est au moment où son fils était, était, à son procès. Donc Jack Van Crevel est appelé à la barre et on raconte plutôt, enfin l'enquête montre plutôt un homme qui a élevé seul ses 2 enfants, parce que la mère est partie quand Belinda avait 2 ans et Marc 3 ans, que c'est un homme très dur, mais il n'a pas ce profil de l'abuseur. Après, évidemment, on ne sait pas, mais il y a énormément de témoins de moralité qui disent non, c'était un homme effectivement sévère, qui faisait ce qu'il pouvait pour élever ses enfants, mais c'est pas un pédophile, c'est pas un violeur. Après, voilà, on peut garder un point d'interrogation par rapport à tout ça. Mais Mhm. personne ne croit, hein, en tout cas, à un Jack Van Crevel qui serait aussi maléfique. Donc Valera est reconnu coupable des 2 meurtres, il est condamné à une double perpétuité sans libération conditionnelle.
Et 2 semaines après, Jack Van Crevel est retrouvé poignardé à mort, hein, comme on l'a dit, avec les coups de hache et les coups de couteau. Ça a été une mort hyper violente. Je sais pas. Avec tout ce qu'il y a eu, c'est peut-être un peu violent, oui. Et le meurtrier, c'est Schreiber, le videur de poissons. Oh. La boucle est bouclée. Je pensais que c'était un allié, lui. Ben, Exactement. Un allié de Satan. Donc, Schreiber est rentré chez Van Crevel. Il a allumé la lumière après le premier coup de hache pour contempler le reste de son crime. Crevel, qui est déjà blessé, le reconnaît, le supplie de ne pas le tuer. Et Schreiber n'est pas content de sa hache, il trouve que c'est pas assez efficace et donc il va fouiller la maison pour trouver des outils plus efficaces pour terminer. Il va utiliser aussi un tisonnier qu'il a retrouvé dans le salon. Et puis, il a son couteau et donc il va continuer ce meurtre. Et puis, à la fin du meurtre, il va encore procéder à des mutilations rituelles sur le cadavre avec visiblement un rituel sataniste. Puis, il boit un verre d'eau et puis il s'en va. Et c'était important de spécifier le verre d'eau ou... Ça fait le mec un peu relax. Ok. Je me suis dit, c'est peut-être avec grâce Ça fait à ça. très détaché. Là. Tu, Ouais. prends, Ouais, tu c'est ça. viens de faire ça, puis après ça, tu vas aller prendre le temps de couler un bon petit verre d'eau, Frais, Ouais. boire ça. apprécier la vie, le moment. As-tu laissé le verre dans le lave-vaisselle? Il l'a-tu laissé dans l'évier? C'est On le pour sait. ça. Ouais, Peut-être je me j'espère disais, qu'il a tu fait la sais, vaisselle. avec l'ADN, ils ont peut-être retrouvé de quoi grâce à ça, mais peut-être pas aussi. Alors, il y a un Mais petit c'est- twist là. Belinda et sa fille de 2 ans, donc Belinda Van Crevel, la fille, et la fille de Belinda qui a 2 ans, qui s'appelle Tia, je pense. Elles sont là. Elles sont dans la maison. Et elles se sont cachées dans une chambre. Enfin, elles étaient dans une chambre pendant l'attaque. Et elles se rendent immédiatement au commissariat après le meurtre. Ok. Donc Belinda explique qu'elle a entendu les bruits de l'attaque, que même le tueur est venu, a ouvert la porte, les a regardés, puis est reparti. Et donc la police se demande si c'est un crime qui a été commandité par Marc Valera. Mm, Alors Belinda évoque Schreiber comme un possible tueur. Elle dit qu'elle ne l'a pas reconnu, mais que ça pourrait être lui. Mais Belinda est suspectée aussi. Elle est trop calme et elle n'a pas d'émotion. Et Schreiber est arrêté, il passe tout de suite aux aveux. Et il dit que oui, il a tué Jack, qu'il qualifie de bâtard pédophile, euh, pour ce qu'il a fait à Mark et à Belinda. Et donc aussi, de nouveau, les empreintes de chaussures, les empreintes digitales correspondent à la scène de crime, donc il n'y a aucun doute. mhm. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que depuis l'arrestation de Mark, Schreiber était très proche de Belinda. Oh! Et en fait, Belinda a expliqué à Schreiber qu'elle pensait que sa petite fille serait la prochaine victime de Jack. Et donc, elle a persuadé Keith Schreiber de tuer Jack. Wow! C'est elle qui l'a emmené au centre commercial. Ils ont acheté des gants qui vont servir au crime. Et donc, elle va vraiment le manipuler pour que son père soit assassiné. Ok, wow! C'est... C'est n'importe quoi. Ouais. La police découvre qu'elle a donné $2000 à Keith, aussi juste avant le crime. En plus... Et on trouve des lettres qui montrent qu'il y a une relation amoureuse entre Keith et Belinda. 2000$, c'est pas beaucoup pour accepter Non, de c'est faire pas ça beaucoup. non Hein. plus. Non, non. Mais quelle année, ça? 2000, donc non, ça fait Non, pas c'est si pas longtemps tant que ça. non. D'habitude, me semble... C'est un petit peu d'argent, là, mais... Mais en même temps, elle est amoureuse, fait que peut-être c'est un prix d'amis, là. Ouais, Ouais, peut-être. peut-être. Ouais. Bon, en tout cas, Schreiber, il sera condamné à 16 ans de prison pour ce crime. Je trouve que c'est pas tant que ça. Non, hein? Et Belinda Surtout est pour jugée en tant que... l'attaque que c'est. Ouais, la Ouais, sauvagerie c'est de ça, la, c'est la sauvage. Hein. situation. Là, c'était un, c'est prémédité. Deux, il s'est vraiment acharné. Là. Ouais. Ah oui, les Après, coups voilà, de visiblement, hache, les lui pensait couteaux. qu'il allait sauver une petite fille de 2 ans, mais c'est quand même assez léger, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien beau, là, mais là... Assure-toi de ta source avant d'attaquer, là, je sais pas. Alors, Belinda, elle est aussi jugée pour complice. Donc elle a commandité le meurtre de son père et elle est condamnée à 6 ans de prison. Mm. C'est la peine la plus légère possible pour ce fait. Oh, en plus. Et en prison, alors ça, je ne sais même pas comment c'est possible, mais elle hérite de $200 000 qui viennent de son père, Ben, alors qu'elle a commandité son assassinat.
Fait que Ben, il Alors, avait ça pas le temps s'arrête. de changer Ouais, c'est ça, son testament. Ouais. C'est ça. Mais je pense qu'en Belgique, tu peux pas hériter de quelqu'un que tu as fait assassiner. Voilà. En Australie, visiblement, c'est possible. Ben, ça ferait du sens. Parce qu'il y en aurait probablement une couple qui se ferait tuer juste pour ça. Bah Déjà, oui, tu sais, c'est ça ça. arrive pour les assurances. Là. Fait que Mais- pourquoi pas pour. Je vais faire un lien. Tu sais, t'as fait quand même une thématique pour le 24 heures. Mais Mhm. j'ai un livre que je conseille à tout le monde. Female Serial Killer. How and Why Ah, Women Become Monsters de Peter Vronsky. Et ok. il y a justement une partie où est-ce qu'il parle des mères qui font des assurances sur leur enfant et que leur enfant, après ça, ils consomment comme ça par hasard de l'arsenic. Ah oui, et c'est souvent le poison, hein, dans les Ouais, je m'en meurtres souviens plus des féminins. dates exactement, puis c'était comme pas encore C'est détectable. Je Puis Mhm. pense que c'est l'impression de. Tu sais que il va manger puis ça va arriver tranquillement plus tard. Là. Je pense que c'est l'impression de oh. l'arsenic, c'était, à une certaine époque, c'était facilement achetable en pharmacie. Puis il n'y avait pas encore de méthode de détection de ça. Fait que l'enfant, Ah oui. quand il mourait, c'était comme raison inconnue. Fait que là, mais c'était pas inconnu non plus de voir que la semaine d'avant, elle avait mis une assurance, on va dire, de 300 L'assurance vie. là, des affaires le même. Puis là, l'enfant mourait, puis il ramassait l'assurance. Épouvantable aussi. Ah, on dirait, tu sais, on parle souvent de meurtriers, les hommes qui tuent. On dirait, c'est comme moins pire que quand tu vois une femme tuée, genre. Ils Bah, c'est parlent plus des. exceptionnel, donc peut-être que ça nous choque plus aussi. Oui, puis les méthodes sont beaucoup comme là, c'était les mères qui tuaient leurs enfants, ou tu as les infirmières qui tuaient des patients. Fait que c'est comme plus Oui. insidieux, je pourrais dire. C'est plus sinueux, c'est moins direct. Je sais pas si c'est vous qui avez fait cet épisode-là sur cette histoire-là, mais c'est comme la première tuerie de masse dans une école. C'est une femme qui le fait. Non, c'est pas nous, et je l'ai entendu, je l'ai écouté. Puis c'est comme là, Parce que aujourd'hui, elle s'en veut tellement parce elle a l'impression que tout ça qui se passe aux États-Unis, c'est à cause d'elle. Ouais. je l'ai écouté il y a pas longtemps, je pense que c'est les tricoteuses en série, je Ah, pense. ça se peut. Puis c'est vraiment genre, je me suis levé un lundi matin, puis ça me tentait pas, puis Ouais, exactement, j'ai tiré c'était sur I Hate moi. Mondays. Oui, c'est ça, c'est tricoteuses en série. Donc, je l'ai écouté cette semaine. J'aime pas les lundis. Wow! Ouais. Et j'ai une petite C'est épilogue pour Belinda Van Crevel parce que c'est pas tout à fait fini. J'ai encore un dernier élément. Oh, vas-y. Ouais. Donc, elle sort de prison. En 2010, elle est accusée de vol et d'agression. En 2013, elle est de nouveau arrêtée, emprisonnée parce qu'elle a poignardé son partenaire à 6 reprises dans un état psychotique. Donc, son partenaire va survivre. Elle va retourner 3 ans en prison. 1 an plus tard, elle ressort. Et là, elle est accusée d'un recel de téléphone portable volé et de possession de méthamphétamine. Elle retourne en prison, elle refait 15 mois pour avoir volé le sac à main d'une personne âgée. Et donc, tous ces procès ont fait qu'elle a été surnommée par la presse australienne Belinda Van Evil. Et on dit que c'est la femme la Excellent. plus malfaisante d'Australie. Wow! Voilà. Aujourd'hui, elle est libre. Elle a encore été arrêtée en 2022 pour vol. Mais Quand et les voilà. choses Donc, ne changent pas. Évoluent, mais ne Non, changent je pas. vois, c'est ça. voilà. Ouais, c'est quelque Donc, chose. C'est quelque chose à c'est un aimer. personnage, quoi, Belinda Ouais. Van Crevel. Ouais. Et merci beaucoup, Avec plaisir. Philippe, de ta compagnie. C'est triste qu'on n'a pas pu avoir Julie qui Ouais, t'accompagne. c'est dommage. Elle partait en vacances, en fait. Elle savait pas si elle partait. Normalement, elle devait partir demain. Et puis, elle a l'opportunité de partir aujourd'hui. Et voilà. Mais donc, la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, ce sera avec Julie ou peut-être avec Julie Ben, toute seule. ben oui, mais c'est certain qu'il va y avoir d'autres collaborations avec vous autres. Là. On commence, c'est la 3e déjà. Là. Et la troisième, ouais, on avait fait les albums de Noël. On avait fait. Ouais, j'étais pas là, c'est vrai. Non, ça, Ouais, t'étais on pas avait là. fait Bobby Beau Soleil. Ouais. Puis Voilà, donc. là, celle-là que tu viens de nous présenter. Fait que. Et je, Oui. et je ferai un truc volontiers sur la Belgique. Une prochaine fois. On n'a pas encore parlé de crimes belges ou de musique belge. Enfin, voilà, il y a plein de choses à raconter. Ben oui. Puis on a rajouté Mon Petit Navire qu'on va faire jouer Ouais. entre toi et notre prochaine entrevue. Puis j'ai Ah, aussi mis une ravi. chanson de Marvin Gaye. Super. Yeah.
Sexual On va y aller dans la thématique que tu nous as apportée. Merci beaucoup. Je te Merci laisse à vous. plugger ton podcast. Tu peux le décrire aussi rapidement, puis le plugger où est-ce qu'on peut vous suivre, puis vous encourager. Alors, le scénario du pire est partout, sur toutes les plateformes d'écoute. Le principe, ce sont des histoires vraies de crimes, affaires criminelles, parfois affaires judiciaires. Il n'y a pas toujours des morts, parfois il y a beaucoup de morts, ça dépend un peu des histoires. Mais l'idée, c'est qu'on choisit des histoires qui feraient des bons films. Et donc, à la fin de l'épisode, on imagine ce que ce serait comme film. Donc, on va faire un casting et on va choisir une musique de film. Donc, on essaye de raconter l'histoire un peu à la manière d'un genre cinématographique. On fait le casting et on termine par le soundtrack. All right. Ben, ouais, c'est ça. Oui, Alex, on t'écoute. J'encourage tout le monde vraiment à aller vous suivre. Moi, j'ai toujours bien du fun. J'attends votre épisode qui sort à chaque semaine. Fait que c'est vraiment, vraiment cool comme projet. Puis je suis content d'avoir encore collaboré avec vous autres. Moi aussi, je dis nous aussi parce que Julie s'associe à moi en tout cas, parce qu'on vous aime beaucoup. Voilà. Yes, nous autres aussi, on vous aime beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Puis on se laisse pour 2 chansons. Puis après ça, on vous revient avec Chevrotine. Fait que bonne fin de journée à toi. Ben, bonne journée à toi, dans le fond. Elle commence ta journée. Et bonne nuit à vous, courage. Merci. Nous autres, on commence à avoir du bleu, là. Ouais, tranquillement, là. Yes, bye, là. Bonne soirée. Ben, bonne journée. Voyons. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Merci. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for so long. And if you feel like I feel, baby, then come on. Oh, come on. Woo. Let's get it on. Let's get it on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. Woo-hoo. We're all sensitive people with so much to give. Understand me, sugar. Since we got to be here, let's live. I love you. There's nothing wrong with me loving you, baby, no, no. And giving yourself to me can never be wrong if the love is true. Oh, baby. Life can be. I'm asking you, baby.
you know the meaning of being sanctified? Hey, girl, you give me good feeling, so good, something like sanctified. Oh, be right, baby. Nothing wrong with love if you want the love. Just let yourself go, oh, baby. Dans un joli port, dans un port du Nord, se trouve un tout petit navire. Depuis quelque temps, quand je suis à bord, c'est mon royaume, c'est mon empire. J'y passe des jours, j'y passe des nuits, à ordonner mille détails de mes doigts, en pensant, chérie, à toi. Lorsque le printemps bientôt reviendra, nous partirons pour nos vacances. En naviguant doucement, toi et moi, tout le long des côtes de France. Tu seras mon joli petit matelot et je serai ton capitaine, chérie, sous le ciel bleu du midi. Je me souviens du bord de mer, avec ses filles au teint si clair. Elle avait l'âme hospitalière, c'était pas fait pour me déplaire. Naïve autant qu'elle était belle, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elle voulait pratiquer le sport pour garder une belle île de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouette, 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 c'était fait pour qui savait y faire. Chouette, chouette, chouette. Il y en avait une qui s'appelait, c'était vraiment la fille de mes rêves. Elle avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut.
Plutôt que d'aller chez le masseur, elle invitait les premiers baigneurs à tâter du côté de son cœur, en douceur, en douceur, en douceur et profondeur. Yeah. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouette, 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 c'était fait pour qui savait y faire. Chouette, 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 c'était chouette, les filles du bord de mer. Chouette, 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 c'était fait pour qui savait y faire. Pardonnez cette manie, je lui proposais de partager ma vie. Mais dès que revient l'été, je commençais à m'inquiéter, car sur les bords de la mer du Nord, elle se mit à faire du sport. Je tolérais ses violons dingues, sinon elle devenait malade. Puis un beau jour, j'en ai eu marre. C'était plus que la mer à boire. Je le reflis en gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur.